qu'est-ce que chacun entend par culture? C'est quoi la culture? Donc la question est simple, et ça peut alimenter la discussion, c'est comment chacun entend le mot culture et qu'est-ce qu'il met derrière. Je reviens sur ton poème de Prévert, parce que Prévert, c'est quand même quelque chose au niveau de la culture populaire. Je compte passer... on a créé un petit groupe là, le vendredi là, qui font des débats avec Carrel et compagnie, et j'aimerais passer le film sur le groupe Octobre, qui est passé sur FR3 il y a 30 ans à peu près, et que j'ai gardé en VHS, et qui est très bien parce que c'est comment ça s'appelle, la façon dont l'expression artistique rencontre un public populaire d'ailleurs, puisqu'il travaillait dans les usines, il travaillait dans les quartiers ouvriers, dans les marchés, etc. J'aime pas le terme artiste, bon, ça c'est autre chose. Comment des comédiens, des musiciens, des danseurs rencontrent la population sur des thèmes qui sont d'ailleurs, qui étaient à l'époque les thèmes du chômage, enfin, la préparation du Front populaire, 34, 35, 36, etc. Donc moi je compte passer le film dans pas longtemps, parce que c'est quand même aussi le 40e anniversaire de la mort de Jacques Prévert. Alors sur cette question de culture, je calcule, oui, j'ai à peu près plus de 60 ans d'expérience en culture populaire, et j'ai souvent l'impression, dans les 60 ans de militantisme que j'ai eu, les différentes associations que j'ai animées, les différents spectacles que j'ai faits, etc., culture populaire, c'est devenu un gros mot pour beaucoup de gens. Bon. C'est vrai qu'en 45-46, tous les programmes du CNR concernant l'éducation populaire ont été presque tous abandonnés. Bon. 58, c'est le drame, on sépare les maisons de jeunes de la culture. Bon, ce qui veut dire qu'on a dit, bon, ça c'est les quartiers, ils n'ont pas besoin de culture, il faut leur donner la culture, leur permettre d'aller voir des spectacles, etc. Alors que le vrai problème, enfin celui que je pose moi après 60 et quelques années d'expérience, tout le monde a une expression en soi. J'ai fait un travail dans les écoles, c'est extraordinaire quand on fait monter des spectacles aux enfants, la créativité au niveau de la maternelle et des premières années de primaire, et comment au fur et à mesure des ans, cette créativité s'oublie, se normalise, alors qu'au début c'est un foisonnement. C'est-à-dire que moi je dis culture populaire égale expression populaire, c'est-à-dire tout le monde, et surtout dans les quartiers dits populaires, les HLM, etc., tout le monde a quelque chose à dire. Simplement, il faut les instruments. C'est là que l'éducation, c'est-à-dire que l'importance de l'éducation populaire, c'est de permettre aux gens de faire du théâtre, de permettre aux gens de faire de la musique, de permettre aux gens de faire de la chorale, de faire du dessin, de faire de la peinture, de faire... Et puis bon, tous les arts actuels, je suis un peu dépassé par ça maintenant avec l'informatique et tout ça, mais je ne suis pas contre. Bon. Et c'est vrai que moi j'ai animé pendant des dizaines d'années justement des ateliers pour que les gens prennent en charge leur propre culture. Et en fait, c'est ça. Chacun a sa définition de la culture. Chacun a une expression. Il y a des gens qui aiment dessiner, il y a des gens... Et on le trouve partout. Et c'est incroyable. On a fait un gros travail à l'époque entre les MJ et les comités d'entreprise qu'il y avait à l'époque en politique culturelle, dans les centres de vacances, etc. Donc, moi, les animations que j'ai faites dans les comités d'entreprise, dans les clubs de troisième âge, etc., c'est... Bon, c'est des centaines et des centaines d'interventions, et les gens adorent chanter, les gens adorent danser, les gens adorent faire quelque chose de leurs mains, de leur cerveau, de leur truc. Bon, alors évidemment, à des niveaux différents, il y en a qui arrivent mieux que d'autres, etc., mais ça, c'est le jeu. Hein. Et c'est ça. Et malheureusement, cette question de culture populaire aujourd'hui, je ne la vois plus. Et il existe, tu as raison, les lieux... Bon, j'ai animé un lieu alternatif pendant 35 ans jusqu'à ce qu'on soit obligé de le fermer, parce que c'est ça la vie. Ces lieux, ils existent. À Grenoble aujourd'hui, je connais des tas d'endroits où on peut faire des cabarets, où on peut faire de la musique, on peut faire des expositions, etc. Ils sont clandestins, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du monde. Hein. Les salles sont pleines. Hein. Mais ça, c'est pas la culture officielle.
Et ils ne demandent pas des subventions. Hein. C'est pour ça que ce n'est pas seulement un problème de fric. C'est vraiment un problème de politique, etc. Et la question de réarmement, je dis qu'il y a un réarmement moral à avoir. Hein. J'entends sur la question des religions, je suis férocement anticlérical, parce que la culture m'a appris à être férocement anticlérical. Bon, je suis islamophobe, comme je suis judéophobe, comme je suis christianophobe. Je le revendique. Hein, j'ai monté un spectacle de Prévert, bon, avec des amis, comment ça s'appelle ça y est, sur la guerre de 14-18, là, comment ça s'appelle ça y est, je perds la mémoire. Je suis pas mieux que toi. Il y a énormément de trucs sur les curés, etc. C'est comme ça. Hein. Bon, voilà, je voulais intervenir là-dessus parce que je ne veux pas encombrer la séance. Mais j'aimerais aussi qu'on retrouve cette question. C'est pas seulement un problème technique, c'est pas un problème politique. Je dis les politiques, à la limite, on s'en fout. Hein. C'est nous qui devons trouver nos propres expressivités et les imposer. Alors effectivement, après, il y a des discussions avec les mairies, mais je veux dire, moi, ces discussions, ces projets à rédiger pour avoir les subventions, j'en ai eu marre. Et je suis très content aujourd'hui que je suis dans une petite association. On ne demande pas de subventions parce qu'on en a marre de ce jeu en disant il nous faut ça, il nous faut ceci, il nous faut ça. On fait ce qu'on a à faire. Point. Évidemment, ok. Il y a des problèmes. Derrière toi, de l'autre côté. Oui. Je ne sais pas s'il faut que je me lève. Par rapport à la question sur qu'est-ce que c'est la culture, moi il me semble que ce dont on parle ici, c'est les arts en gros. Hein. Mais je dis que même ça nécessite une précision parce que quand on parle par exemple d'enseignement artistique dans les établissements scolaires, on oublie la littérature. Il me semble que c'est à peu près le seul enseignement artistique qui soit correctement enseigné dans les lycées et les collèges, c'est la littérature. Je dis ça parce que c'est vrai qu'il y a une difficulté à définir la culture. Moi, je suis professeur de mathématiques, je pense qu'il y a une culture scientifique. Je pense que j'étais professeur dans un lycée technologique. Et mes collègues, comme moi, pensent qu'il y a une culture technologique. Et dans l'UNESCO, le S, c'est quand même science, même si je ne me trompe. Mais, je veux dire, c'est pas de ça qu'on parle ici, même si j'ai bien compris. Hein. C'est de ce qui relève du ministère de la Culture, en gros. Voilà. Ce que je voulais dire, donc, plusieurs choses, c'est... J'ai lu attentivement la brochure, là, sur donc, les arts insoumis. Et je trouve que la présentation de l'état des lieux, elle est un peu, comment dirais-je, pessimiste. Il me semble que, par exemple, écrire que, j'ai noté ça, dans les établissements culturels, la politique du chiffre et la logique commerciale dénaturent les missions de service public, je pense que quand on dit les, pour un mathématicien, c'est dire tous les, et c'est un peu exagéré. Je ne crois pas que dans tous les établissements culturels, il y ait, comment dirais, une dénaturation des missions de service public. Et je crois même qu'il y a un certain nombre d'établissements culturels à Grenoble et aux alentours qui s'efforcent de maintenir cette mission et de tenir cette mission, je veux dire, à bout de bras, malgré des baisses de subventions. Donc il me semble que un tel constat doit être nuancé, doit être exprimé d'une manière moins brutale. L'art n'est pas un banal bien de consommation, effectivement. Ça ne doit pas être un banal bien de consommation. Et par rapport à ça, je regrette que sur Grenoble, par exemple, quand on lance un festival de street art, c'est-à-dire en français art de la rue, je veux dire qu'on utilise des arguments du genre ça permettra à chacun qui va sortir le matin pour aller à son boulot, ça c'est moi qui l'ajoute, éventuellement pour aller à Pôle emploi, et ben, il va voir quelque chose de beau. Bon, en fait, quand on voit, j'habite Grenoble depuis 1973, le coin, et je trouve que tous les matins, sans sortir de chez moi, même en regardant par la fenêtre, je vois des belles choses. Hein. Il y a des montagnes, tout ça.
Bon, mais je veux dire ça, c'est entrer dans la conception de l'art comme produit de consommation, c'est-à-dire. Et il y a quelque chose qui m'a totalement choqué sur Grenoble, je le dis ici parce que c'est l'occasion de déverser ma bile. Je veux dire, le fait de remplacer sur la Bourse du Travail de Grenoble une peinture murale de Ernest Pignon-Ernest par une reproduction qui n'est d'ailleurs pas de bonne qualité, à mon avis, et donc une sorte d'affiche, alors que Ernest Pignon-Ernest lui-même avait souhaité que la fresque qui était pratiquement détruite soit enlevée et qu'on demande à d'autres artistes de créer quelque chose, et de le créer non pas comme ça se produit pour l'essentiel à l'occasion du festival de street art, mais de le créer en tenant compte du lieu, c'est-à-dire de faire une œuvre qui soit en correspondance avec le lieu, mais aussi qui, je veux dire, comme ça s'est fait quand Ernest Pignon-Ernest est venu faire sa fresque lorsque cette Bourse du Travail a été construite, comme ça s'est fait, entre autres, par exemple, en discutant avec les organisations syndicales qui sont dans l'établissement pour savoir ce qu'on peut faire. Bon, voilà, c'est une remarque qui exprime une conception que effectivement, je souhaite qu'on ait de ce que doit être l'art, les arts plastiques. Et puis aussi, je termine là-dessus, les lieux de création de diffusion se raréfient et se concentrent dans les métropoles, laissant des déserts culturels dans les banlieues et les villages. Là aussi, c'est pareil. Je veux dire, dans la région de Grenoble, on ne peut pas dire qu'il y a un désert culturel dans les banlieues, par exemple. Enfin, je me sens. Mais je comprends bien qu'un certain nombre de lieux aujourd'hui ferment, qu'il y a un certain nombre de festivals qui ne peuvent plus avoir sinon plus de subventions. Mais dire qu'il y a des... Si je dis ça, c'est aussi parce que, vu mon grand âge, j'ai connu une époque où il n'y avait rien, effectivement, dans les banlieues, où il n'y avait personne qui allait dans les musées, etc. Vous avez aussi, pour certains d'entre vous, puisque vous avez un âge proche du mien, connu cette situation. Donc voilà, je pense qu'il faut faire un état des lieux, c'est un fait. Parler de la démocratisation de la culture qui, effectivement, me semble-t-il, a progressé, mais elle semble stagner, marquer un palier, et donc il y a des questions que ça pose, mais voilà. Si je peux, alors je vais passer le micro. Juste pour dire qu'on ne fait pas un débat uniquement grenoblois. Donc c'est sûr que la banlieue ici, elle est plutôt mieux lotie que beaucoup d'autres villages en France, et que le désert culturel, c'est quand même un peu une réalité, même si, effectivement. Il se trouve que dans la salle, il y a le responsable du festival Street Art, justement, qui s'est senti un peu mouché, donc peut-être que tu veux répondre. Par contre, tu vas être obligé de t'approcher. Je suis pas sûr d'avoir besoin d'un micro, vous m'entendez? Très bien. Donc voilà, j'ai été présenté par vous, merci. J'ai des tonnes de choses à dire sur tout ce que vous avez dit, et donc j'aimerais bien peut-être commencer par ce qui s'est dit sur le festival de street art. Alors d'abord, ce que dit la mairie et comment est-ce que la mairie présente le pourquoi et l'intérêt d'un festival de street art, et donc des œuvres d'art plastique mises dans la rue, disponibles 24 heures sur 24, 365 jours par... Micro. Ce que dit la ville de Grenoble quant au pourquoi et à l'intérêt d'un festival de street art, et donc festival de street art, c'est quoi? Nous, on fait travailler les plasticiens sur des façades, et cette œuvre graphique est disponible gratuitement toute l'année, pendant de nombreuses années, pour les gens qui vont passer de manière aléatoire devant ces fresques. On ne prétend pas s'adresser à tout le monde, puisque tout le monde ne passe pas par là, mais on essaye de se développer sur les grands axes de circulation. Il y a des endroits un peu stratégiques où il y a plein de gens qui passent devant. Et on espère, et là c'est le responsable culturel, le directeur artistique du festival, d'amener des œuvres qui vont plaire, faire réfléchir, etc. Vous aurez peut-être noté que certaines œuvres font peut-être un peu réfléchir, ou en tout cas poussent à la discussion.
je passerai sur l'anecdote de la fresque sur la gare l'année dernière, qui est sous ma responsabilité et ma seule responsabilité. Voilà, pour répondre à ce que vous dites à propos de l'œuvre d'Ernest Pignon-Ernest, je suis scandalisé par ce que vous dites, puisque Ernest Pignon-Ernest est, je pense, tout le monde d'accord pour dire être un des plus grands artistes français, complètement insoumis, complètement contre l'institution. C'est quelqu'un qui, justement, est reconnu peut-être au 1/100e de sa valeur artistique aujourd'hui, puisqu'il a toujours dénoncé cette institution, ce monde de l'art contemporain, bon, la mafia de l'art contemporain qui dirige aujourd'hui le ministère de la Culture, et qu'il a vraiment sa place, et que son œuvre est une sorte... On a la chance d'avoir à Grenoble la plus vieille œuvre murale de cet artiste. Il en a fait 3, il y en a une à Belfort qui l'a fait 10 ans après celle-ci, un peu moins, 8 ans. Une troisième qui a été faite à Gien, hier, en 80, qui a été effacée. Bon voilà, c'est le dernier reste qu'il peut y avoir. Et souffrez que nous ne soyons pas le ministère de la Culture, mais une petite association qui reçoit 15 000 € chaque année de la ville de Grenoble, et qui a décidé, parce que je connais bien l'artiste, il me semblait complètement aberrant que cette œuvre disparaisse pour tout ce qu'elle représentait, pour tout le travail qui a été fait par l'artiste, c'était les 40 ans du Front Populaire, ça me trouve complètement ce que vous dites là, d'arriver à dire, cette œuvre, Ernest avait dit, oui, bah, il faut la faire disparaître et mettre un jeune artiste à la place. Il avait dit, si vous la faites disparaître, je souhaiterais qu'il y ait un artiste qui se mette dessus. Mais effectivement, il avait libéré la ville de Grenoble de l'obligation d'entretien. Et c'était malheureux. C'est impossible que cette œuvre disparaisse. Ça fait partie de notre patrimoine, d'un patrimoine commun, d'un patrimoine, même, je ne sais pas, national, voire... Donc, on a fait une campagne de crowdfunding pour arriver à réunir les 50 000 €. Je ne sais pas si vous réalisez un peu ce que ça veut dire. On n'est pas le ministère de la Culture. La refaire à l'échelle par le fils de Cueco, qui est la personne qui répare justement les fresques murales, c'est 250 000 €. Donc on a fait ce qu'on a pu, et on a fait le travail qu'il aurait fallu faire, puisque l'enduit sur laquelle était posée cette fresque se cassait la gueule. Il fallait de toute façon passer par une phase de numérisation, et on a passé 3 mois à rechercher dans les archives tout le patrimoine historique qu'Ernest Pignon-Ernest avait récupéré, et avait repeint. Il avait fait de la sérigraphie à la verticale. Moi, il m'a dit, écoute, ça me fait énormément plaisir tout ça, et filmé, donc c'est un échange d'1 heure et demie que j'ai avec lui, donc c'est à disposition, il y a des extraits qui sont dans le festival, bon, enfin voilà, j'arrête là-dessus, mais vraiment, je pense qu'il y a une mission de sauvegarde. Cette année, on va présenter dans le cadre du festival, on va ressortir les fresques des Malassis. Peut-être que ça a un certain intérêt, et effectivement Grenoble a une vraie histoire, a été, aujourd'hui le mot est complètement galvaudé de laboratoire, mais bon, ça a vraiment été un laboratoire, je pense, culturel au niveau des arts plastiques. Voilà. Pour répondre à ça. Et sinon, et très rapidement, tout ce que vous dites, là, comment est-ce qu'on arrive à auditer aujourd'hui? Je pense que effectivement refaire un ministère qui jouxte et qui reprenne l'éducation populaire et la culture, c'est une évidence. Hein, Monsieur Carton, je ne sais pas si c'est Luc, mais c'est Luc Carton, hein, qui fait des très beaux discours là-dessus. C'est le représentant de l'État belge pour ça. Mais bon, ça fonctionne plutôt très bien là-bas. Donc ce continuum de l'éducation populaire vers la culture sans que le fossé et la marche soient grosses, mais justement refaire cet escalier-là. Donc la culture populaire à remettre au début, et surtout, donc les initiatives locales, elles existent. Par contre, il n'y a personne qui est capable, qui prend le temps, qui met l'argent sur l'audit. Qui est-ce qui va faire, qui est-ce qui fait du bon travail à un endroit, et qui est-ce qui ne fait pas du bon travail? Il y a aujourd'hui les centres nationaux d'art contemporain, les musées ont un public captif de scolaires. On n'audite jamais le scolaire pour savoir s'il ressort en se disant « Waouh, c'était génial » ou « Oh putain, c'est un truc que c'est pas pour moi, jamais je veux remettre les pieds dans ce lieu-là ». Donc je pense qu'il y a ça à mettre en place très tôt. Hein? C'est l'horreur. Il faut qu'il y ait aussi ça. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait aussi ça. C'est simplement l'horreur. Ben, il faut qu'il y ait les deux. On n'est pas captif à 100% du lieu culturel, Alors les gens qui habitent institutionnel. l'immeuble.
sur la question de la culture, justement, qu'est-ce que la culture? Pour moi, déjà, c'est quelque chose d'humain que l'on entretient, que l'on fait pousser. La culture, c'est l'épanouissement, c'est la vie. Et les arts font partie de la culture, mais pas que. Or, parce que justement, c'est pas pourquoi je suis venu ici ce soir, c'est parce que c'est quelque chose de très important dans la culture, quelque chose surtout qu'il faut se réapproprier. Justement, dans la logique néolibérale dans laquelle nous sommes, nous arrivons à des aberrations, comme des expressions qui nous donnent par exemple la culture de la guerre, la culture managériale, qui sont tous sauf porteurs de vie, de projets, de fécondité, etc. Et il a été évoqué notamment la dénaturisation de la culture récemment. Et sur cette question, je vais finir par une aberration qui s'est passée là au niveau local, pas très loin d'ici, puisque c'était au musée de Grenoble avec une exposition de peinture, une exposition Kandinsky, au musée de Grenoble, où justement nous avions Kandinsky, peintre révolutionnaire, avec un message révolutionnaire. Or déjà sur l'affiche, nous avons plusieurs mécènes, sponsors qui sont des banques, à se demander quels sont les intérêts de ces banques à financer ce message-là. Or il est tout simple, c'est de se faire du fric là-dessus, car justement les banques ont acheté le projet en lui-même, mais c'est le musée qui a acheté, donc avec les fonds municipaux, l'exposition, et qui ensuite devait rembourser ces fonds en faisant venir le plus de gens possible, dans une logique de chiffres, dans une logique de rentabilité, et non dans une logique culturelle d'appréciation du produit. C'est ce que nous avons à la FNAC, à Géant Casino, produit culture, Macron, chèque culture, de la consommation, etc. Voilà. Par contre, c'est pas plus long. Donc, moi, je vais vous proposer un autre registre. Je suis archéologue, je travaille pour le ministère de la Culture, c'est un autre monde, hein, personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Par contre, moi, je veux revenir à ce que vous avez dit, entre autres, hein, sur éducation populaire, qui est quelque chose qui me tient à cœur énormément. Mais dans cette notion d'éducation populaire, j'aimerais bien que la notion d'éducation soit aussi importante que l'idée de populaire. Parce que, oui, parce que, populaire. Alors, populaire, qui fait plaisir à tout le monde, vous l'avez dit, hein, certains ont dit ça. Et ben, moi, si je m'en tiens à ce qui plaît aux gens, ce qui leur fait plaisir, ce qui va dans, ce qui favorise l'aspect affectif, mon boulot est chargé d'histoire, et je touche à l'affectif des gens. Je vois à travers les gens qui viennent visiter mes chantiers, je me rends bien compte à quel point il y a de la sensibilité affective derrière les réactions de certains. Si on laisse primer l'aspect populaire, pour moi, dans mon métier, on a des gens avec des détecteurs à métaux qui passent dans les champs et qui détruisent les sites en étant des chasseurs de trésors, parce qu'ils vont vers l'objet. Et ils ne le remettent pas en contexte, ils ne contextualisent pas, et voilà. Et pour moi, c'est un peu une catastrophe. Mais je pense que ça, c'est pas que dans mon métier, c'est un peu partout. Cette notion d'éducation, elle est très importante, et c'est à nous de la faire, enfin, chacun dans nos métiers, de la donner. Voilà, là je sors d'un chantier ce soir, j'ai des gens qui passaient dans la rue où je bossais, j'ai passé beaucoup de temps à leur expliquer mon boulot. Et ils découvrent, ils sont heureux de découvrir que c'est pas que des objets, c'est pas qu'un truc un peu en l'air qui passe sur Arte, mais c'est leur quotidien, c'est le sous-sol de leur ville, c'est leur passé, c'est le patrimoine commun. Voilà, donc c'est un des aspects que je voulais aborder. Alors c'est quoi la culture? Moi je trouvais que ça me fait penser à quelqu'un qui me demandait c'est quoi l'intelligence. Je disais je ne sais pas, mais c'est quelque chose avec lequel on peut parler avec beaucoup d'intelligence. Et la culture que j'ai trouvée ce soir, c'était un sujet sur lequel on pouvait parler avec de la culture. Voilà, j'ai trouvé vraiment toutes les interventions intéressantes. En tout cas, c'est pas aux politiques de dire ce qu'est la culture, ça c'est une certitude. En revanche, il doit créer les conditions pour que cette culture puisse s'exprimer et puisse exister. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est employé dans le livret à donner au moins quelques bases pour ça. Évidemment, elles n'y sont pas toutes. Et comme je vous ai dit, il faudra encore travailler là-dessus. Et
ce qui a été dit là sur la culture populaire m'a paru vraiment très, très intéressant et c'est essentiel. C'est-à-dire il faut que les gens, avec ce qu'ils ont dans leur tête, ce qu'ils ont envie de faire, arrivent à s'exprimer. Mais ce qu'a dit aussi Madame sur l'éducation est extrêmement important, c'est-à-dire que tout ça doit se rencontrer à un certain moment, parce que c'est vrai que bon, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre une technique, ça nécessite des efforts, mais après on est tellement content d'y être arrivé et de se dire j'ai pu le faire, j'ai osé le faire, j'y suis arrivé. Et c'est cela qui est merveilleux, c'est tous ces défis qu'on peut se donner dans la vie et de se dire qu'on est capable de le faire. Et je pense que, en fait, le chantier est énorme que nous avons à réaliser parce qu'il faut des lieux pour que ça puisse se passer. Il faut donc, c'est pas seulement des petites choses, ça veut dire que l'habitat doit être considéré autrement. Enfin, on n'a pas parlé d'architecture, mais vous imaginez bien que c'est pas dans ces concepts d'habitat rentable monté par des promoteurs que l'on va pouvoir arriver à faire ça. Enfin, on a besoin de jardins pour pouvoir jardiner, voir les choses pousser. Le jardinage, c'est de la création. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose. Enfin, on ne met pas n'importe quoi à côté de n'importe quoi. Voilà, on essaye d'organiser les choses. C'est de la conception de l'espace. C'est de la connaissance des plantes. C'est de les regarder pousser. Enfin, voilà, tout ça est très important. Et voilà, et je pense que on a énormément de choses à inventer, mais si on a ce fil conducteur, cette épine dorsale qui considère à dire qu'il n'y a pas d'hiérarchie là-dedans, on part de là où on en est, on a envie de le faire ensemble, on a envie de le partager, bon ben voilà, c'est déjà pas mal. Et si la politique donne les moyens pour pouvoir le faire, on aura gagné quelque chose. C'est la révolution citoyenne, c'est ça. Ouais. Oui, moi je voulais répondre aussi par rapport à cette privatisation de la culture dont les personnes, je crois, au fond, a parlé. Effectivement, c'est un vrai danger, c'est une réalité. Actuellement, il y a une volonté des gouvernements successifs de dire que la culture, effectivement, ça coûte trop cher et il faut aller le chercher dans le privé, c'est le privé qui doit financer la culture. Et effectivement, nous sommes contre les facilités fiscales du mécénat. Actuellement, un mécène, quand on parle de ces mécènes qui ouvrent des musées comme Louis Vuitton, etc., il faut savoir que le mécénat, sur 10 € qu'ils mettent dans une action artistique ou culturelle, ils en récupèrent 6 par des allégements fiscaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est l'État qui continue à être le mécène. Sauf qu'il ne maîtrise plus, justement, l'artistique, ce qui va se passer dans ce musée, les œuvres, etc. Donc, effectivement, il faut arrêter ce système de privatisation de la culture qui est vraiment une théorie. Maintenant, quand on écoute Macron, c'est ça. Macron, c'est le désengagement total de l'État et c'est le financement de la culture par le privé. C'est complètement ça. Donc, il faut revenir effectivement à un financement public de la culture et les décisions de gens qui sont dans le service public qui œuvrent pour le bien commun. Sur les nouveaux équipements culturels qu'il faut construire, sur les artistes à aider, sur les compagnies, etc. Je voulais revenir aussi sur le fait que si on va augmenter le budget de la culture, c'est aussi pour mieux le répartir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des lieux où il y a un peu un désert culturel. Moi, je ne parlerai pas trop des banlieues, parce qu'elles ont été quand même assez dotées d'équipements culturels, mais c'est le milieu rural qui souffre beaucoup actuellement, où il y a très peu de choses. Il faut se déplacer, il y a très peu d'offres culturelles, il y a très peu de possibilités d'expression, justement. Dès qu'on veut apprendre à jouer d'un instrument, quand on habite en Lozère ou dans l'Ardèche, ça pose un énorme problème. Donc, effectivement, les budgets de la culture, pour l'instant, sont allés énormément aux citadins. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il faut savoir qu'il y a 5 fois plus de budget pour un Parisien, de budget culturel, que déjà pour quelqu'un qui habite une région semi-rurale. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre important qu'il va falloir pas
pas complètement gommer, on n'y arrivera pas, mais rétablir un certain nombre d'équilibres, au moins en gommer des écarts qui sont trop importants. Quelqu'un a parlé de l'enseignement du français, de la littérature. Donc, si j'ai quand même une bonne nouvelle, c'est que j'ai passé un petit peu ma carrière à former aux ateliers d'écriture. J'étais avec Claudette Auriol-Boyer, donc qui est vraiment une pionnière dans ce domaine. Et en fait, cette année, on m'a demandé d'animer un module d'écriture créative à l'université, auprès de lettres modernes première année. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens, parce que à partir du moment où cette écriture créative, donc, qui est entrée au collège, il y a eu des ateliers de pratique artistique du langage, donc cette façon de considérer effectivement la littérature comme une pratique artistique, ça a été justement demandé au niveau ministériel et obtenu. Donc ça, c'est le résultat de lutte. Et donc cette année, enfin, pour moi, c'est quand même un petit peu un aboutissement que l'ouverture de ce module d'écriture créative. Et d'ailleurs, c'est un petit peu au niveau, il y a par exemple au Havre, etc., il y a maintenant un enseignement à l'université et qui est adossé aux écoles d'art. Et ça, c'est vraiment la meilleure façon de faire ça. La vraie culture populaire, elle se fait ailleurs, elle se fait avec Facebook, elle se fait avec YouTube, elle se fait avec Google, qui n'en ont rien à faire de nos petites aventures. Et c'est bien à cet endroit-là qu'il y a une lutte à mener, et que le service public de la culture, je regrette que le mot ne soit pas aussi présent dans le texte que vous avez rédigé, mais que le service public de la culture a quelque chose à faire aujourd'hui. Et ce quelque chose, il est probablement dans la capacité à faire en sorte que les démarches des artistes, c'est-à-dire une démarche d'abord de recherche, puis une démarche de création, puis une démarche de retour vers le public, que ces démarches elles soient immergées dans le territoire et dans l'activité des populations. Et c'est bien ce à quoi le service public de la culture se consacre quotidiennement. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai réagi violemment sur la question de l'audit de ce que font. Enfin, soyez quand même un peu modeste et ayez confiance. On ne pourra pas avancer si Mélenchon élu, on se retrouve à devoir donner des bons points, et puis j'ai peur d'autre chose que des bons points. Il faut quand même qu'on ait confiance dans ce que les gens font, ce que les professionnels font au quotidien, qu'on leur demande des comptes. C'est tout à fait normal, on travaille avec l'argent public, mais voilà, il y a quand même des structures, des institutions qui sont gérées par des gens qui ont des responsabilités, des élus qui sont là. Enfin bon, voilà, c'est la démocratie qui est en route à cet endroit-là. Je termine juste en disant que on peut être très ambitieux avec un programme culturel, et notamment un programme culturel tel que vous commencez à le construire. La culture, c'est pas seulement le silo de la culture. On a parlé déjà de l'éducation tout à l'heure. Je pense que la culture, c'est aussi une façon d'irriguer toute l'activité d'un territoire, que ce soit l'activité économique, que ce soit l'activité de recherche, puisqu'on est à Grenoble, et que c'est pas un silo dans un endroit, mais c'est bien quelque chose qui va irriguer l'ensemble de l'activité du territoire. Et c'est pour ça que je trouve... se dire qu'on pourrait mettre 3% du PIB dans nos activités, évidemment, je trouve ça très intéressant et très dynamisant, mais il y a une inventivité à retrouver, justement face aux GAFA, enfin aux Google, Facebook, Amazon et compagnie. Il y a une inventivité à recréer à partir de l'artistique et du tissu des entreprises locales. Il y a des gens qui sont sur le terrain, qui existent. Il y a des initiatives, elles sont nombreuses, elles sont constantes, mais elles ne sont pas identifiées et elles ne sont pas
elles sont pas accompagnées par les gens qui peuvent le faire. À l'échelle d'une ville, il y a une identification des structures qui fonctionnent, qui font le job, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire qu'à l'échelle du département un petit peu, et puis dès qu'on passe à la région ou à la DRAC, au ministère de la Culture, il n'y a plus rien. Et c'est là où ça pêche vraiment, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de... Et c'est là où je reviens, cette notion d'audit, c'est de savoir comment est-ce qu'on arrive à dire il y a des gens qui font le job, qui le font bien, qui le font de manière spontanée, avec pas un rond. Donc tous ces acteurs culturels qui sont implantés sur le territoire, qui font des choses et que les acteurs locaux peuvent identifier. Par contre, ils n'ont pas la main. Aujourd'hui, la manière dont c'est fait, il n'y a pas la main pour arriver à dire on leur donne plus à eux et moins à d'autres qui consomment 80 ou 90% de la masse d'argent qui est disponible pour la culture et qui va vraiment toujours sur les mêmes acteurs, et on continue toujours à alimenter les choses parce qu'elles se font comme ça. Moi, je suis vraiment fervent partisan du fait d'arriver à redistribuer l'argent public. Casser les outils, Pas casser les outils, pas casser les outils. Mais il y a des outils. Écoutez, pourquoi est-ce qu'en politique... C'est les travailleurs, les gens qui... Pourquoi est-ce que vous êtes d'accord pour dire on est... Pourquoi est-ce qu'on est capable... Je peux pas entendre ça. Est-ce que vous êtes capable d'entendre que M. Fillon pique dans la caisse? Non mais oui. Oui, c'est bon. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'il... Non mais... Quel rapport? Il y a, moi je pense qu'il y a un gaspillage de l'argent public. Mais non, il n'y a pas de gaspillage d'argent. Moi je pense que... Mais qui doit faire l'audit d'après vous? Eh ben, je pense que c'est les municipalités, c'est les gens qui sont les représentants de... Quelle compétence Ils ont la compétence de voir le nombre d'enfants qui partent, qui vont dans les... La mission de service public. Il faut bien qu'il y ait un audit. Il n'y en a pas, il n'y en a jamais eu. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas d'audit de la mission de service public. J'aimerais bien savoir quel est le lien, parce que vous avez parlé d'éducation, mais est-ce que par exemple il va y avoir un ministère commun, culture et enseignement? Est-ce que ça va être le même ministre qui va décider quoi? Parce que vous allez avoir le ministre de l'Éducation nationale qui va défendre son biftec, lire, écrire, compter, enfin le truc classique, quoi. Et puis après le culturel, vous parlez des... Si vous voulez toucher la grande masse des jeunes qui seront les adultes de demain, ça doit passer par l'école, enfin, il me semble. Donc il y a un maximum de... Vous savez que vous trouvez le temps dans les emplois scolaires, pour les emplois du temps, pardon, pour amener les jeunes au musée, pour amener les jeunes au concert, pour leur apprendre les techniques, etc. etc. Vous faites comment? Vous réaménagez les programmes, vous prévoyez 10 heures par semaine pour la culture, l'enseignement de culture, tout ça, comment vous faites là, concrètement? Je vous donnerai exactement, parce que ça va dépendre effectivement d'un ministère de l'Éducation. Mais il est évident que le ministère de la Culture travaillera avec le ministère de l'Éducation. Ce qui déjà est prévu, par exemple, puisque nous allons sortir les écoles d'art du statut de PCC et faire qu'elles dépendront de l'État et donc de l'enseignement supérieur et la recherche et du ministère de la Culture. Donc de toute façon, les deux seront amenés à travailler ensemble. Ça, c'est une évidence. Oui, mais est-ce qu'il y aurait une tête commune? Enfin, moi, je pars ça existe déjà, hein, je veux dire, voilà, par exemple, vous avez les conservatoires nationaux, c'est comme ça que ça se passe. Et que je sache, on n'est pas en train de s'arracher les cheveux sur la manière dont ça fonctionne. Or, ce qui peut fonctionner pour les conservatoires nationaux ou les écoles nationales des beaux-arts, il y en a 3, eh bien, il n'y a aucune raison pour que les 43 autres ne rentrent pas là-dedans. Voilà. Donc, ça fonctionne. Voilà. C'est pas, on n'est pas dans quelque chose de nébuleux. Voilà. Mais je comprends votre inquiétude. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont des directions uniquement, qui ne sont pas suffisamment concrètes et qui vont devoir s'affiner. Évidemment, c'est la révolution citoyenne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais attendez, vous pensez que ça va être comme avant? Mais non, ça n'est pas comme avant. Ça va être la 6e République? Eh bien oui, quand même, essayez de réfléchir. C'est pas du tout la même chose. On va pas venir et puis vous dire, vous allez faire comme ça va être comme ça, ça va être comme ça. Pas du tout. Pas
pas du tout. Vous allez avoir des députés qui vont être élus et qui vont proposer des lois, et qui sont des lois que nous allons concevoir ensemble. Et ce sont des députés, pour certains, qui ont été tirés au sort. Enfin voilà. Donc vous croyez que les choses vont se passer comme avant? Non. Imaginez. Et c'est bien pour ça qu'on est dans une réunion culture. Imaginez un autre monde. Bravo, autre monde. Très bien. C'est vrai qu'on n'a pas répondu précisément à ces orientations, mais effectivement, de toute façon, sur l'enseignement artistique, il n'y aura pas que l'école, il y a aussi le périscolaire, il y a le rôle que jouent les associations, et donc il n'y aura pas que, ça ne concernera pas que le temps scolaire, l'éducation artistique. Et quand on voit déjà la galère que ça a été pour changer les rythmes scolaires... Oui, mais justement, c'est un échec. On va laisser ça a été une galère. C'est un échec, la scolaire, effectivement. Ça, c'est un échec. S'il vous plaît, on va laisser répondre. Et par rapport aux GAFA et par rapport aux cultures de mass média, effectivement, qui sont très prégnantes maintenant, parce qu'on parle beaucoup, en fin de compte, de culture vivante, de culture dans les musées, etc. Mais on sait que la plupart des gens, quand leur pratique culturelle, ça passe par la télé et par Internet. Et que donc, on considère que, par exemple, les jeux vidéo, c'est une expression importante qui doit être aussi de qualité. Et comme le cinéma a son centre national du cinéma, on pense effectivement créer un centre national du jeu vidéo pour pouvoir avoir de véritables créations en jeux vidéo qui sont une expression, alors là, vous pouvez dire peut-être populaire, que certains disent que c'est pas de l'art. N'empêche que le cinéma aussi, au début du XXe siècle, il y avait plein de gens qui disaient que c'était pas de l'art. Donc voilà, on souhaite effectivement être présent sur tout ce qui est le multimédia qui envahit complètement la sphère culturelle des gens et qui malheureusement, si on n'est pas présent, c'est pas les rares fois où les gens vont au théâtre ou au concert qu'on pourrait être actif sur justement faire en vivre ensemble, faire une culture qui se partage, etc. Donc, c'est un champ qu'il faut investir. Évidemment, il ne faut pas le laisser au capitalisme complètement, qui est complètement investi là-dedans, justement par une culture où l'oligarchie impose ses valeurs, impose sa manière de voir le monde. On doit être présent là-dessus aussi. Donc, c'est une des réponses, c'est pas toutes les réponses, mais une des réponses, c'est être présent donc, justement sur la création et la diffusion du jeu vidéo, sur le cinéma aussi, et effectivement sur tout ce qui est ce qu'on appelle les technologies de l'information. Bien. Une bonne nouvelle pour vous et pour nous tous, c'est que le débat, il n'est pas terminé. Que comme Daniel l'a souligné, il va y avoir les législatives. Vous auriez été très en colère certainement si on vous avait annoncé que tout était bouclé, tout terminé, tout cadré. Donc l'avantage, quand même, c'est assez exceptionnel. Une réunion avec autant de personnes sur la thématique de la culture à Grenoble, je ne sais pas quand on a pu en organiser une, en tout cas quand une a pu être organisée, et de cette richesse-là. Maintenant, le travail, il consiste à étoffer la plaquette. Hein. Daniel l'a dit, il y avait 28 000 signes à respecter. Maintenant, il faut rentrer dans le détail et on compte sur vous comme on compte sur nous tous pour aujourd'hui terminer la campagne de la présidentielle. C'est dans 10 jours, et on est pas mal parti, donc il faut aller plus fort. Et puis il y a les législatives, effectivement, puisque la présidentielle sans les législatives, ce sera rien du tout. Donc maintenant, il faut travailler sur le fond et aller bien au-delà de tout ce qui a été, qui sont des pistes. Voilà.